Bonjour à tous. Une nouvelle fois, nous vous remercions d'être présents pour une nouvelle session d'Azurex. Au cours de cette session, nous accueillons Stéphane qui va nous parler des services mesh. Donc Stéphane, c'est à toi. Je te laisse la parole, la scène et n'hésitez pas si vous avez des questions. Parfait, merci Arnaud. Alors, effectivement, donc bienvenue à cette session. Donc, je vais présenter les services mesh donc en quelques mots et démos. Donc, j'ai prévu quelques démos, c'est toujours un peu plus simple pour de voir un petit peu concrètement à quoi ça peut servir. Donc, ici, je vais commencer la présentation. Et donc, alors je suis un peu de biais parce que je suis sur un autre écran, mais voilà. Donc en gros, oui, qui suis-je? Je suis, Azure MVP depuis quelques années déjà, enfin MVP depuis 16 ans. J'ai écrit quelques livres sur, notamment sur Azure et sur le développement. Donc mon background initial, c'était plutôt un background de développeur, donc quand j'ai commencé en 99, donc vous voyez que ça fait quand même quelques années. Et puis, j'ai, graduellement un petit peu basculé sur l'infrastructure et puis finalement sur l'architecture de solutions de manière générale. Mais je suis resté toujours, plutôt, technique et donc, je me définis un peu comme un couteau suisse en architecture cloud. Et donc je couvre principalement Azure, hein, donc je me vends un peu comme subject matter expert, donc sur Azure et sur Kubernetes. AKS étant, la version Kubernetes gérée par Microsoft pour Azure. Donc je spécialise plutôt sur AKS, mais bon, j'ai de temps en temps aussi des interactions avec mes collègues d'OpenShift et autres. Voilà. Donc j'ai aussi un repository, vous pouvez toujours aller voir, je pense que les slides seront mis à disposition d'une manière ou d'une autre, ou Arnaud mettra un lien. Donc ça, c'est un repo que je partage sur GitHub, où il y a pas mal de diagrammes et de choses qui vont au-delà du service mesh, hein, qui sont plutôt d'ailleurs sur Azure de manière générale, de l'architecture. Voilà, ça c'est en quelques mots. Alors un service mesh, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est très difficile à résumer en quelques mots, mais donc j'ai décidé de prendre une toile d'araignée pour représenter un petit peu un service mesh, puisque finalement, c'est un réseau de services et de composants, hein. Dans un service mesh, on peut plus ou moins mettre, à peu près tout ce qu'on veut et qui va vraiment aider à supporter les applications distribuées, les environnements distribués. Donc, vous n'ignorez sans doute pas qu'il y a, beaucoup enfin, on est un peu dans l'ère des microservices et cetera. Mais même si tout le monde n'applique pas les microservices à la lettre, on est de plus en plus, vers des applications distribuées, hein. Donc le monolithe a plus trop la cote et donc on est au moins à ce qu'on appelle des monolithes distribués. Donc en gros, on va découpler certaines parties d'une application pour que chaque, composant ait son propre cycle de vie, et cetera. La possibilité d'être déployé de manière indépendante, de scaler de manière indépendante et donc un service mesh va pouvoir supporter ce genre d'infrastructure distribuée. Donc c'est d'abord et avant tout un composant d'infrastructure qui vient venir, finalement gérer des aspects qui sont liés, enfin hors du code, donc ils ne sont pas vraiment dans le code applicatif. Donc c'est pour pouvoir décharger en fait, le code applicatif de tâches transversales, hein. C'est vraiment, l'intérêt d'un service mesh. Alors en termes de fonctionnalité, ça permet d'avoir en fait une agilité business plus grande. Donc en gros, j'espère que vous êtes un peu familiarisé avec les concepts de Blue, Green, A/B testing, Canary. Ce sont des modes de déploiement. Donc quand on release une nouvelle version d'une application, on peut, par exemple, sur l'A/B testing, on va par exemple pouvoir envoyer une partie d'utilisateurs sur la nouvelle version d'application pour voir un petit peu l'adoption, pour voir, voilà, l'adhérence, par rapport à des nouvelles fonctionnalités et en même temps, ça permet de tester, hein et donc ça permet d'avoir des releases plus fréquentes, parce qu'on a ce genre, en fait, de déploiements qui peuvent limite se faire, pendant la journée, donc on n'est pas forcément obligé de planifier des releases, le week-end ou en soirée et cetera, et donc les services mesh vont, en général, venir avec des fonctionnalités qui vont permettre de faciliter le déploiement d'applications, hein, donc que ce soit, le 1 déploiement ou des nouvelles versions. Ça va permettre, alors quand c'est en vert, c'est parce que j'ai prévu des démos, pour, supporter un petit peu le discours. Donc ça va permettre d'avoir une meilleure résilience de manière générale, hein. Donc, les services mesh typiquement viennent avec des fonctionnalités type circuit breaker. Donc par exemple, quand un service communique avec un autre service et que, ce service est down,
hein, le service mesh va être capable d'essayer de compenser le fait que le service est down. En tout cas, pour tout ce qui est erreur sporadique, temporaire. Évidemment, s'il y a un service qui est tout le temps par terre, forcément le service mesh ne va pas pouvoir, réellement le remplacer, hein, mais ça va augmenter la résilience. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du chaos engineering, donc par exemple injecter des fautes. Donc ça, c'est très intéressant quand on est encore au stade du développement. Donc, pour pouvoir tester en fait la résilience applicative par rapport à des événements inattendus. Donc, par exemple, on pourrait imaginer, on a un front-end, une application web toute simple, le navigateur qui interagit avec un web service. Le web service retourne des erreurs. Comment le client va réagir par rapport à ces erreurs. Donc, on va pouvoir injecter ce genre de comportement. On va pouvoir, par exemple, injecter de la latence, donc pour simuler, enfin, en fait, pour générer des timeouts. Et là encore, l'objectif, c'est de voir comment l'application réagit par rapport à ce genre d'événements inattendus aux exceptions, mais qui pourraient évidemment se produire dans la réalité. Donc, c'est intéressant de faire ça au stade du développement. Ça va permettre de gagner en observabilité. Donc, dans les architectures distribuées, évidemment, on va se retrouver avec beaucoup de composants. Donc plus on aura de composants, plus ça va être difficile d'observer en fait ces composants, hein, et donc d'avoir une vue claire. Donc c'était l'avantage du monolithe avant, c'est qu'évidemment, OK, ça avait tendance à oui, être un seul gros bloc, mais au moins on savait où trouver les choses. Donc c'était plus un problème pour la partie purement code applicatif en fait que pour la partie infrastructure. Ici, évidemment, avec des architectures distribuées, on a pas mal de composants. Ça peut être délicat de trouver parfois quel est le composant dans la chaîne de composants qui pose un problème, mais qui peut potentiellement mettre en péril toute la chaîne. Donc un service mesh va nous faire gagner en observabilité. J'ai On une va petite question, Oui, Stéphane, sur vas-y, hein. l'observabilité. Oui. Est-ce que ça va permettre d'aller collecter potentiellement les logs par-ci par-là, les logs métriques par-ci par-là et voir ce qui peut se passer? Et potentiellement, est-ce que ça peut également permettre de les collecter Mmh. pour aller les stocker quelque part? Si, donc en fait, OK, ça va collecter par défaut toutes les métriques. Alors les logs applicatifs, on peut avoir ce qu'on appelle du distributed tracing. Là, il y a quand même une participation du code applicatif, mais pour les métriques, on va dire classiques, les access logs, donc quand un service est appelé, et cetera, tout ça est automatiquement capturé et on va pouvoir soit les stocker de manière définitive, soit c'est temporaire. Donc par défaut, c'est temporaire, parce qu'évidemment, ça fait une quantité de logs qui est énorme, bien hein. sûr. Donc il faut, notamment dans Azure, si on stocke ces logs-là, bon, on va soit aller vers ce qu'on appelle du manage Prometheus, soit sur, Log Analytics in fine, mais bon, l'ingestion de logs coûte assez cher, donc et à la limite coûte plus cher que le stockage des logs eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est des questions sujettes un peu à débat sur combien de temps faut les stocker, hein. Mais effectivement, ça capture tout ça, on va dire en standard sans qu'il y ait, rien à faire, si ce n'est, simplement activer la fonctionnalité. Alors, sécurité améliorée grâce au MTLS. Donc, le MTLS, pour ceux qui ne seraient pas trop familiarisés, c'est une mutual TLS. Donc, en gros, tout le monde connaît TLS, hein. On va sur un site web en HTTPS. Le MTLS va aussi forcer le client, hein, à s'authentifier auprès du serveur. Et donc, ça va plus loin que simplement truster un certificat qui est signé par une autorité connue, type DigiCert, GlobalSign, et cetera. C'est vraiment aussi s'authentifier. Et donc, le serveur va vérifier le certificat client. Donc ça va permettre finalement d'avoir des autorisations assez fines, mais ça je vous ferai une petite démo, entre services. Alors il y a aussi un load balancing intelligent, qui est, réalisé grâce donc répartition de charges grâce, au service mesh parce qu'ils comprennent en fait le layer 7. Donc dans le modèle OSI, vous vous rappelez un petit peu toutes les couches, les load balancers standards sont plutôt layer 4. Donc eux, OK, ils voient du TCP, mais ils savent pas si là on fait du HTTP1, du HTTP2, si on est en gRPC, si on est, simplement on fait des appels à des RESTful API, et cetera. Donc il y a pas cette compréhension-là. Un service mesh a cette compréhension-là, donc il va pouvoir en fait, finalement, on va pouvoir, influencer la manière dont le trafic est par exemple routé, mais aussi, la manière dont lui-même va faire le load balancing en fonction du protocole utilisé. Alors, les meshs qui gravitent fréquemment autour d'AKS, donc ici je suis resté dans l'écosystème un peu, Microsoft, ce sont les suivants. Alors Linkerd, Istio sont des meshs qui n'ont rien à voir avec Microsoft, mais ce sont simplement les meshs dominants sur le marché, aujourd'hui et historiques.
Et alors celui qui était vraiment, je dis était parce que, il est déjà archivé, mais qui était vraiment le mesh de Microsoft, c'est Open Service Mesh. Donc Microsoft avait développé ce service mesh. Il est toujours disponible en add-on sur AKS, mais évidemment, il faut éviter de l'utiliser maintenant sur les nouveaux clusters puisqu'il est archivé. Donc, Microsoft ne va plus vraiment le faire évoluer et donc il recommande maintenant en fait d'utiliser Istio. Donc Microsoft a adopté Istio, une version d'Istio un petit peu réduite qui peut être activée sur AKS. Et alors Linkerd est le mesh qui lui est un mesh, je dirais très complet aussi, très simple de mise en œuvre. Donc j'ai décidé de vous faire une démo plutôt avec Linkerd aujourd'hui. Enfin, les démos que je fais sont basées sur Linkerd. Les concepts sont les mêmes, c'est-à-dire que les fonctionnalités qu'on a en Linkerd, on les a dans Istio également. Et Open Service Mesh, je l'ai simplement mentionné parce que si à un moment vous êtes dans Azure, vous pourriez être tenté d'utiliser Open Service Mesh pour une question de support notamment, hein, puisque c'était le produit Microsoft, donc on bénéficiait du support Microsoft au passage. Mais là, c'est plus vraiment une bonne idée de le faire. Alors donc maintenant j'ai retiré donc Open Service Mesh de l'équation et donc si on compare Linkerd et Istio qui sont donc les 2 meshes dominants, il y en a plein d'autres, hein, mais ça ce sont les 2 meshes dominants. On voit un petit peu les fonctionnalités, qu'ils ont. Alors en fonctionnalité en commun, ils ont, MTLS dont je viens d'un peu de parler, l'observabilité, Traffic Split Chaos Engineering, j'en ai un petit peu parlé. Alors quand c'est en orange, ça veut dire que, en fait Istio a les mêmes fonctionnalités mais en plus avancé. Ils sont capables de faire du multi-cluster, donc d'aller plus loin que juste sur un cluster Kubernetes, et ils sont capables de s'intégrer avec un CNI, donc qui est un plugin réseau. Donc CNI, c'est Container Networking Interface, donc type Azure CNI pour AKS par exemple. Et alors, Istio a en plus tout ça comme fonctionnalité en plus, donc il a la notion d'ingress controller qui est embarqué directement dans le produit, d'Egress Gateway, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler avec Istio ce qui sort du cluster et donc mettre des règles en fait de sortir et s'assurer que le trafic sort par ce fameux Egress Gateway. Il a vraiment des capacités réseau avancées, donc on peut même programmer en fait, le Envoy, hein, Envoy qui est en fait le produit qui est piloté par Istio, pouvoir venir brancher des modules custom dessus. Donc, ça va très loin. Et d'ailleurs, Istio est très complexe. Du coup, ça, c'est un peu le, le revers de la médaille. Donc, il a des fonctionnalités très complètes, mais il est aussi beaucoup plus complexe. Et donc, il a même aussi quelques petites fonctionnalités qu'on retrouve dans un API Gateway. Hein. Donc, par exemple, si on prend Azure API Management ou n'importe quel API Gateway, on va avoir en général ce type de fonctionnalité, donc de la validation JWT, donc en gros tout ce qui est Access Token, etc. pour OAuth, OIDC Connect, enfin OpenID Connect, du throttling, hein, donc éviter les abus de comment dire de call sur les API. Donc ça, Istio, il a ça aussi en standard. Là, on n'a pas du tout ça dans Linkerd. Mais disons que ce qui est souvent le facteur numéro un pour l'activation d'un service mesh dans un monde Kubernetes, c'est souvent la partie MTLS, hein, donc qui permet vraiment d'augmenter la sécurité parce que sinon, par défaut, il faut savoir que, un cluster Kubernetes, tout ce qui est hébergé dans un cluster Kubernetes est ouvert. Donc un, c'est en clair, donc c'est en HTTP par défaut et 2, n'importe quel pod peut parler à n'importe quel autre pod. Donc typiquement, on veut souvent mettre un petit peu, en tout cas dans le contexte d'un cluster partagé, où on héberge plusieurs applications, on va vouloir mettre quand même quelques règles pour s'assurer que, effectivement, si à un moment il y a une application qui était vulnérable et qui se fait hacker, qu'elle puisse pas commencer à faire des mouvements latéraux dans tout le cluster. Hein. Donc il y a ça, il y a des network policies, bon je vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est typiquement les deux gros produits qu'on va utiliser, network policy pour ce qui est layer 4, donc layer 4, donc vraiment la partie réseau, et le service mesh pour les fonctionnalités que ça apporte, mais en plus les autorisations assez granulaires grâce au MTLS. Alors, au niveau de l'architecture classique d'un service mesh, l'architecture classique actuellement, hein, donc historiquement, c'était un peu différent. Donc actuellement, les services mesh s'appuient sur ce qu'on appelle le sidecar pattern, donc qui est un pattern Kubernetes qu'on peut d'ailleurs utiliser pour ses propres développements, hein, donc qui consiste en fait à injecter dans le pod applicatif un conteneur supplémentaire qui sera en fait, le sidecar, hein, celui qu'on appelle le sidecar. Et donc ce sidecar, dans le cadre d'un service mesh, va intercepter tout le trafic réseau. Donc tout ce qui rentre dans le pod et tout ce qui sort du pod va être intercepté par le sidecar. Et donc c'est ce sidecar qui va pouvoir,
imposer les contrôles qu'on va nous-mêmes déployer par policier. Donc c'est grâce à ce contrôle du réseau que finalement le sidecar est donc on ne peut pas être bypassé. Donc on est obligé de passer par le sidecar. Et donc typiquement, si on a 2 pods qui sont dans le même mesh, quand ils parlent entre eux, ça va être sidecar vers l'autre sidecar. Donc Linkerd et Istio ont tous les 2 cette sidecar based approach. Par contre, il existe des alternatives, mais Istio a une alternative qui s'appelle Istio Ambient, qui est expérimentale à ce stade, donc évidemment pas pour la production. Et il y a Cilium, qui est en fait basé sur une technologie assez récente au niveau Linux, qui est eBPF, qui va en fait permettre de venir brancher en fait du code sur le kernel sans toucher au kernel, hein. Bon, maintenant Cilium, on a découvert un trou de sécurité dans le service mesh récemment, donc évidemment, il faudra voir un petit peu comment ça évolue. Mais donc pour l'instant, je dirais que ce que je vois moi en clientèle, c'est souvent soit Linkerd, soit Istio qui est utilisé. Voilà, ce sont vraiment les meshs dominants et d'autres meshs sont en train d'émerger aussi. OK, donc si si Oui, je si je résume un petit peu, oui, au sein de ton pod, tu as oui, ton conteneur applicatif voilà, et adossé à ça, d'où le mot sidecar d'ailleurs, hein, oui, quand tout on à se fait. représente bien la forme d'un sidecar, c'est Oui, qu'associé à ça, tu as ton sidecar qui lui va gérer toute la partie réseau. Alors quand je dis toute la partie réseau, c'est qu'en fait, c'est lui qui va absorber le trafic mmh. et en fonction de la configuration que tu souhaites appliquer à ton conteneur applicatif, Mmh. c'est lui qui va se charger de cela. Tout à fait. Voilà, donc lui, il va en fait avoir toute une série de tâches transversales, hein, donc capturer les métriques, vérifier par exemple que, l'appelant est bien authentifié et cetera, hein, donc ça, c'est Sidecar qui va s'en charger, donc l'application elle-même n'est pas au courant en fait qu'elle est injectée. Donc ça, c'est ça l'avantage d'un mesh, c'est qu'il n'est pas invasif pour le code applicatif. Hein, donc ça veut dire qu'ici, on peut finalement injecter n'importe quel type d'application et d'ailleurs, on peut même injecter, une base de données et cetera. Donc c'est pas limité uniquement à des services type back-end service, hein. Et donc oui, le sidecar sera, vraiment celui qui va filtrer le trafic qui rentre et qui sort du pod. Voilà. Donc il y a des avantages et inconvénients sur cette approche et donc de nouveau sidecar, c'est pas limité au service mesh, hein. Le service mesh s'appuie sur le sidecar, mais on peut l'utiliser même pour ses propres applications. Mais donc, l'un des désavantages des sidecars, c'est qu'ils sont injectés de manière, enfin, pardon, l'un des avantages des sidecars, c'est que c'est injecté de manière transparente pour l'application. Donc ça, OK, c'est bien. Ça permet donc de décharger, donc comme je l'ai dit, l'application business des tâches transversales telles que le logging, monitoring, certains aspects liés à la sécurité, synchronisation. En fait, on peut imaginer tout ce qu'on veut et il faut voir un peu le sidecar comme, l'ancien du get package, hein. Donc si je ne sais pas s'il y a des développeurs dans le code, mais bon voilà, quand on voulait packager un certain nombre de fonctionnalités, au niveau applicatif et qu'on veut pouvoir réutiliser ça d'une application à l'autre, on fait un package et puis chaque application va utiliser son package. Mais là, c'est invasif pour le code applicatif puisqu'il faut forcément que le code, référence le package et l'utilise. Alors qu'ici, c'est une forme de un paquet de fonctionnalités qui va être embarqué dans une solution tierce, et qui va donc venir injecter l'application dynamiquement. Donc ça permet du coup forcément d'augmenter la standardisation et de maximiser la réutilisation, donc de nouveau d'une application à l'autre et l'intérêt évidemment, c'est faire ce qu'on appelle les cross-cutting concerns. Il y a beaucoup de mots anglais, mais j'ai l'habitude de présenter en anglais, donc parfois je ne trouve plus mes mots en français sur le vocabulaire technique. J'espère que vous me pardonnerez. Alors, on a un sidecar par pod, donc ça, c'est dans les désavantages. C'est qu'évidemment, si vous avez un mesh qui est assez gros, vous allez avoir beaucoup de pods et chaque pod va avoir le sidecar. Donc il y a quand même un conteneur supplémentaire qui va forcément lui-même aussi consommer, du CPU et de la mémoire. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger et notamment Istio, par exemple, est réputé pour être assez gourmand, hein, donc Linkerd est beaucoup plus léger. Donc tous les benchmarks, le montrent, hein. Évidemment, il peut toujours y avoir des petites guéguerres entre fournisseurs, mais c'est clair que l'avantage est à Linkerd, à ce niveau-là. Mais c'est aussi parce que Linkerd est beaucoup plus léger, donc il a moins de fonctionnalités aussi, donc forcément, il a moins de choses à vérifier, on va dire. Donc ça démarre pas toujours à temps. Alors ça, c'est quelque chose, que j'ai vu, de nombreuses fois. Donc même si l'application, le code applicatif est agnostique du fait qu'il est injecté ou pas, évidemment, si vous mettez des politiques réseau qui disent, il faut que quand pod 1 par la pod 2, il soit authentifié. Si l'authentification est gérée par le sidecar, si vous avez pod 1 qui démarre et pod 2 qui est déjà démarré et que son sidecar est prêt, si le sidecar de pod 1 n'est pas encore prêt,
bah, l'application va déjà essayer d'aller parler à pod 2 et là, évidemment, ça va pas fonctionner puisqu'il n'aura pas le certificat pour aller s'authentifier. Donc ça veut dire que même si l'application est agnostique, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de soucis quand on a, un service mesh, hein. Hem Et donc notamment pour ces problèmes de synchronisation. Maintenant, depuis Kubernetes 1.29, il y a moyen en fait les sidecars peuvent avoir un statut, spécial, donc d'init container, et donc ça va garantir en fait que le sidecar démarre avant le conteneur applicatif. Donc avant ça, beh, il y avait un peu de bricolage, parfois mettre des délais un petit peu, artificiels, hein, un peu comme l'équivalent d'un sleep, juste pour être sûr que le sidecar ait le temps de démarrer avant que l'application démarre. Bon ça, on le fait ça au niveau du déploiement, hein, c'est pas dans le code applicatif, mais au niveau du déploiement Kubernetes. Mais bon, c'est pas génial. Donc ici, voilà, maintenant à partir de 1.29, qui est la version actuelle, AKS d'ailleurs, on peut définir, un statut particulier pour les sidecars et donc s'assurer qu'ils démarrent avant le conteneur applicatif. Et donc peuvent être la source de problèmes, ce que j'ai expliqué à cause des séquences, mais d'autres choses aussi. Si votre application ne touche pas à l'environnement Kubernetes proprement dit, il y a peu de risques qu'il y ait de soucis. Par contre, si votre application elle-même se base sur des déplois des services ou déploie des ressources Kubernetes, si ça rentre en conflit avec ce que le mesh lui-même fait, là, il pourrait évidemment y avoir des soucis et des conflits, sur les ressources. Alors, au niveau d'observabilité, donc les fonctionnalités qu'on a, c'est, bah, j'en ai un petit peu parlé, donc tout ce qui est métrique, capture de métriques. Tout ce qui est traçage distribué, donc ça je vais pas pouvoir le montrer aujourd'hui, c'est un peu plus évolué, mais donc ils vont tous supporter en fait, OpenTelemetry et donc on va pouvoir prendre tous les logs applicatifs et donc, finalement récupérer tous les logs applicatifs dans, des solutions type, Zipkin et cetera. On va pouvoir donc, alors avoir le logging applicatif, ça fait un peu partie du traçage, aussi, mais le logging aussi pardon, plutôt de tout ce qui est access log et cetera, donc indépendamment de l'application, là, plutôt sur voilà, un service est appelé, ce genre de choses. Traçage distribué, c'est vraiment plutôt pour le logging applicatif et puis on va avoir, une possibilité d'analyser les performances. Donc ça, c'est intéressant, pour objectiver la performance de tel ou tel service, par exemple. Ça, c'est intéressant d'avoir en fait ces outils-là qui vont prendre les mesures pour vous, hein, ou analyser la performance d'un protocole à l'autre. Alors, je vais vous faire une Je petite m'excuse, j'ai oui, encore une vas-y. petite question, Ah bah, Stéphane. vas-y, Du coup, juste avant le débat. Très bien. à partir du moment où, sur la partie observabilité, Oui, ton service mesh intègre toutes ces fonctionnalités, donc celles que tu viens de mentionner, les métriques, oui, les loggings, les oui. est-ce qu'il y a un intérêt quand même d'adosser du coup, ton application à du, Prometheus, à du Grafana, à du Azure Monitor? Ouais, alors le mesh va le Ou alors faire va faire l'intermédiaire. juste pour l'infra Oui, potentiellement? juste pour voilà, voilà. Non, tu pourrais dire qu'éventuellement, l'infra là, évidemment avec Azure Monitor, tu peux dire que de toute façon Azure Monitor, donc par exemple Container Insights, hein, pour AKS, va de toute façon lui superviser tout le cluster, hein, y compris les parce que dans un cluster, tout ne fait jamais partie du mesh, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc par exemple le système node pool, donc tout ce qui tourne dans le système typiquement n'est pas injecté par un mesh. Donc ça de toute façon, il faut aussi le monitorer. Donc ça, pour cette partie-là, de toute façon, compter sur, Container Insights qui est le la fonctionnalité pour AKS. Pour, l'application, donc si on dit, bah, OK, on n'a pas spécial par exemple, vous avez des développeurs .NET qui ont l'habitude de travailler sur les app services et cetera et qui ont l'habitude de travailler avec Application Insights, on peut tout à fait rester là-dessus, hein. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé donc là, c'est par exemple les distributed tracing, on n'est pas obligé de l'activer, hein. Donc ici, vous pourriez rester tout à fait sur Application Insights comme vous le faites d'habitude, si vous êtes sur des web apps ou des function apps et cetera. Donc ça, c'est pas voilà, c'est pas mutuellement exclusif, quoi. Ça va mais effectivement, à ce moment-là, vous faut veiller à ne pas faire les 2, sinon vous allez Oui, bien payer sûr. 2 fois la gestion Bien des sûr, logs, bien sûr. hein. Hem, Super. ça va? Donc ici, au niveau de ce que je vais faire comme petite démo, c'est simplement une petite, application que j'avais développée il y a quelques années, enfin qui n'est rien d'autre qu'une, calculatrice. C'était pour illustrer un petit peu les microservices et autres et notamment l'intérêt d'avoir, un service mesh, que ce soit Linkerd ou, Istio ou un autre, et en fait ici, cette application, bah, c'est simplement une application console qui va appeler de manière aléatoire, des opérations arithmétiques. Donc addition, soustraction, multiplication, division, donc qui va générer ce trafic. Donc l'intérêt, c'est de la faire générer du trafic, comme ça on va voir comment on peut visualiser ce trafic. Et dans, les opérations, il y a une opération qui est, pourcentage, qui va elle-même appeler multiplication, division. Donc j'avais évidemment fait ça dans le but de générer plus de dépendance et de créer plus de liens entre les différents composants. Donc
gardez bien ce schéma en tête parce que donc ici, je vais la démarrer et puis on va vérifier ce que ça donne avec l'observabilité Linkerd. Donc ici, je vais démarrer l'application. Donc d'abord, je vais faire, hop là, ça en majuscule. Je vais regarder un petit peu. Ça, c'est ce qui tourne pour l'instant dans mon namespace. Donc, j'ai cette application qui est déjà démarrée ici. OK, ça s'appellerait se calculer dans ce namespace-ci. Donc, je vais démarrer directement la visualisation. Donc, c'est le dashboard en fait, donc le tableau de bord de Linkerd. Je vais rester ici. Je vais basculer dessus. Donc, normalement, on devrait le voir. Oui, très bien. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, j'ai démarré le dashboard. On voit que j'ai effectivement cette calculatrice qui tourne dans ce namespace-ci. On a directement comment dire, des métriques intéressantes puisqu'on voit que l'application, pour l'instant, fait du 56 calls minutes. Hein. Donc, c'est ma fameuse console app qui appelle de manière aléatoire dans une boucle. Je fais des petits slips dedans, genre je ne sais plus combien de millisecondes entre chaque call, mais bon, ça pourrait potentiellement être plus que ça. Hein. Et puis, bah, j'appelle en fait toutes mes opérations. On voit déjà ici tout de suite qu'il y a un souci sur le success rate. Hein, donc, là, on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail. Alors, je vais cliquer dessus. Alors, ce que Linkerd va nous faire, mais c'est la même chose avec Istio, etc., c'est être capable de nous reconstituer directement des graphes qui montrent en fait l'interaction entre tous ces services. Donc, je vais essayer juste de le mettre dans le bon sens. Donc Mais une bon, en petite map gros, qui une permet de petite map, voilà, visualiser de d'un coup visualiser. d'œil Tout à fait, effectivement voilà. les Et donc interactions. là, on voit très bien que j'ai ma console app ici au milieu, qui effectivement parle à tout le monde. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on voyait sur mon diagramme. Et on voit qu'effectivement, l'opération pourcentage parle effectivement à multiplication, à division. Donc les flux sont bien représentés et sont dynamiquement recréés en fait. Hein. La visualisation est faite dynamiquement, donc ça c'est quand même plutôt sympa. On voit directement ici, donc sans devoir troubleshooter quoi que ce soit, on voit que effectivement j'ai division et pourcentage qui ont un petit souci. Hein, donc là, ce que je peux faire, c'est cliquer et alors voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Donc là, j'ai les routes, j'ai vraiment les calls, les appels qui sont faits sur les endpoints en temps réel. Et on voit le success rate aussi en temps réel. Et donc, on peut aussi faire ce qui s'appelle un tap et donc avoir éventuellement vraiment monitorer un endpoint particulier. Bon, ici, je n'ai qu'un endpoint, la division ne fait que la division, mais imaginons qu'on ait une API un peu plus vaste, forcément, je pourrais aller monitorer un peu les opérations différentes et on voit directement les status aussi. Vous voyez ici, on voit des appels 500, 200. Donc, je fais exprès en réalité dans mon code applicatif, et donc j'ai développé la petite app, de générer des exceptions, ok, de manière aléatoire. Et en fait, ce que je Encore fais, une petite oui, vas-y, question. dis-moi, ouais, ouais. C'est du chaos engineering que tu as Non, ingéré ici, ou non. c'est autre chose, complètement Non, autre chose? ici, c'est vraiment dans mon code applicatif, mais on va aller le voir tout de suite. Ouais, ouais, Parce que non, non, ok. maintenant que je vois grâce au mesh ce qui se passe, je peux aller regarder les logs. Hein. Donc, grâce au mesh, je vois ici que j'ai un souci sur l'opération division, clairement. Donc, par exemple, sur le tableau de Borisio, il vous permet d'aller directement dans les logs, pas Linkerd. Bon, voilà, il y a des petites différences de l'une à l'autre. Mais donc, ce que je peux faire maintenant que je sais que j'ai un problème sur cette opération, je peux ouvrir en fait une autre console qui s'appelle K9S. Je peux le faire en ligne de commande, mais c'est un peu plus pratique comme ça. Donc, je peux aller sur ma division, donc le pod division qui est celui-ci. Et donc, si je vais dessus, qu'est-ce que je vois? Déjà, je vois, oui, j'ai oublié de vous le dire, vous voyez qu'il est bien été injecté par Linkerd, puisque j'ai le fameux sidecar, c'est celui-ci. C'est le proxy Linkerd. J'ai mon pod applicatif qui est division. Donc, si je regarde les logs, là, je vois tout de suite division par 0. Donc, en fait, j'ai fait exprès dans l'opération division de ne pas vérifier si on m'a envoyé une opérande 0. Et donc, je divise tout ce qu'on m'envoie. Et le MathFanboy envoie de temps en temps une division par 0, en gros, pour générer des erreurs Ok. exprès. Donc, le but, c'est de démontrer qu'on peut assez facilement mettre le doigt sur une erreur, simplement grâce aux fonctionnalités d'observabilité, en fait, dont on bénéficie grâce au mesh. Alors, quand même, un petit mot ici sur le proxy. Donc, il est injecté dynamiquement. Et ça, on peut soit l'injecter au niveau de tout un namespace, soit au niveau du déploiement individuel de chaque application. Okay, donc ça, c'est une flexibilité qu'on a. Ce proxy, donc comment ça fonctionne? Je ne vais pas aller trop dans le détail aussi pour une question de temps, mais vous voyez qu'il y a un conteneur init ici qui est terminé, donc qui a démarré en fait pour injecter le proxy, c'est l'init container qui va d'abord se synchroniser avec ce qu'on appelle le control plane et puis qui va s'assurer que les tables de routage soient réécrites. Alors ça dépend vraiment de comment le mesh est installé. Soit on est avec un CNI, type Azure CNI, et à ce moment-là,
c'est le CNI, enfin, si on le souhaite, on peut intégrer le mesh au CNI, c'est le CNI qui va faire ce travail. Soit on est par exemple en KubeNet, qui est le mode par défaut de Kubernetes, et à ce moment-là, ce conteneur précisément doit avoir des permissions réseau. Donc ça a un impact sur la sécurité au niveau du cluster. Puisque si on, comment dire, on injecte tous nos pods par le mesh, ben, tous nos pods à un moment vont avoir un init container qui va devoir avoir les capabilities qu'on appelle netadmin netrow. Donc ils sont quand même des capabilities réseau qui sont en violation avec les Azure Policy. Et donc si vous avez des policiers Azure qui sont appliqués sur le cluster, par défaut, ça va pas fonctionner. Donc, soit on est en mode CNI, et donc on laisse le CNI faire le travail, soit on va devoir exempter ce pod-ci, enfin ce conteneur-ci, cette image-ci précisément, de la policy pour dire lui, il peut. Okay. Donc voilà, ça c'est des petits détails du retour de terrain, mais qui font que voilà, on peut avoir des discussions assez houleuses avec les départements de sécurité. En tout cas, il faut faire pas mal de pédagogie pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Voilà, ça c'était un petit détail. Donc ici, voilà, ça montre un peu l'observabilité. Évidemment, il y a plus que ça. On peut aller plus loin, on peut faire distributed tracing, etc. Mais mon but ici aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu l'éventail des fonctionnalités dont on peut disposer avec un mesh. Donc, je vais tout de suite passer à quasiment la démo suivante. Donc ici, on va vraiment passer d'un sujet à l'autre. C'est le load balancing. Donc je vous ai dit que le load balancing était plus intelligent, donc la répartition de charge. Et donc, on va pouvoir faire du routage dynamique. Donc vraiment décider que, par exemple, s'il y a tel en-tête HTTP dans la requête, ben, on va envoyer là vers A ou vers B. Par exemple, pour une version, envoyer 20% d'users sur une nouvelle fonctionnalité, etc. etc. Donc, on peut, en fait, s'il y a un tail cookie, par exemple, on peut vraiment faire des règles assez complexes qui vont vraiment permettre de router le trafic vraiment en fonction des objectifs métiers, finalement, qu'on veut obtenir. Il supporte plusieurs algorithmes. Donc, il faut savoir que le service Kubernetes en standard, donc si on n'a pas de service mesh, donc c'est le fameux service, il ne proxifie pas le trafic. Donc, le service Kubernetes, ce qu'il fait, c'est qu'il va être utilisé par kubeproxy, qui est un composant Kubernetes, qui va allouer au service Kubernetes une IP fixe, et pour que quand l'un parle à l'autre, il utilise l'IP du service, enfin le nom du service, qui va donc résoudre l'IP du service, plutôt que d'aller vers les IP des pods directement, qui sont plus volatiles. Mais il ne proxifie pas le trafic, et si on est en KubeNet en mode IP table, qui est le mode par défaut, ben, en fait, le load balancing est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, le Kubernetes ne tient pas compte de la charge réelle qu'il y a sur le backend ou de la rapidité de réponse de pod de l'instance 1, 2 ou 3 d'un pod en particulier. Donc voilà, c'est plutôt du basique. Et alors, il y a un mode IPsec qui est un petit peu plus IPVS, pardon, qui est un peu plus évolué, qui va permettre de faire du round robin, weighted round robin, etc. Donc des algorithmes, on va dire, plus classiques dans les load balancers, mais ça reste un algorithme qui sera au niveau layer 4, donc qui ne comprend pas du tout layer applicatif. Donc ici, l'intérêt de load balancing fait par en fait le service mesh, c'est que lui comprend tout à fait la couche applicative. Donc ce qui permet de faire ça, mais qui permet aussi de finalement imposer à peu près ce qu'on veut. Et alors, pour illustrer ça, en fait, j'ai pris une application gRPC. Donc là, j'ai développé une petite application, un client gRPC qui est aussi très populaire dans le monde microservice, et un serveur gRPC. Donc là, gRPC se base sur HTTP2. Enfin, dans le protocole, c'est pas indispensable que ce soit HTTP2, mais dans 99,99% des cas, c'est HTTP2. Et donc, le principe, c'est que si on est en mode unaire, donc un client se connecte à un serveur, il va réutiliser la même connexion TCP pour plusieurs requêtes, hein. Et donc l'intérêt, c'est évidemment la vitesse et ne pas saturer le réseau de nombre de connexions s'il y a un grand volume de connexions. Alors, donc gRPC fonctionne comme ça. Maintenant, c'est un effet pervers. Si on est dans le monde Kubernetes, c'est qu'on n'utilise pas de service mesh. Si j'ai un client qui se connecte à un serveur, une fois qu'il est connecté, il reste connecté à ce serveur. Donc, même si j'ai un mécanisme d'autoscaling qui est mis en place, par exemple, avec ce qu'on appelle un HPA ou Kida, qui est une solution qui permet de faire du scaling un peu plus intelligent, on va avoir alors éventuellement 3 instances disponibles, mais le client, lui, restera toujours connecté à l'instance 1, puisque c'est comme ça que gRPC fonctionne. Alors, il y a moyen au niveau du code applicatif, d'aller influencer la manière dont c'est censé communiquer, mais de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce client-là ne verra jamais instance 2 et instance 3. Et si c'est lui qui est la cause
de la surcharge, parce que peut-être qu'il envoie beaucoup trop de choses qui sont trop lourdes pour une seule instance, mais finalement, l'instance va cracher et le client va cracher aussi. Donc si on a un service mesh, comme vous vous en doutez, le client verra en fait les 2 instances. Donc le mesh va interférer, donc il ne va pas court-circuiter tout à fait comme un gRPC fonctionne, il ne va pas recréer une TCP connection à chaque fois évidemment, mais par contre il va créer une TCP connection par instance, par backend en gros, et puis il va réutiliser celle-là. Donc ça on peut le voir en action ici. Donc Donc pour ouais, si dis-moi? j'essaie de schématiser, en fait, tu as ton service mesh qui vient entre ton client gRPC et ton serveur gRPC et en gros, il va bypasser ton sticky session pour pouvoir rediriger, le trafic sur Ouais. autant de pods, en tout cas d'instances qu'il y a derrière, C'est ça. pour Si ce n'est que c'est schématiser. pas vraiment une sticky session, Ouais, ça peut s'y apparenter, mais il y a pas de cookies et cetera. C'est parce qu'en fait, gRPC s'appuie sur HTTP2 qui fait que quand un client est c'est le connecté, il garde la même ouais, ouais, socket, on va dire connexion, ouverte, la même connexion. Donc, mais effectivement, donc le mesh va interférer effectivement pour rendre disponibles ces instances au client. Donc pour montrer ça, je vais en fait tout simplement aller sur, c'était le load balancing. Donc je vais prendre mon application qui est une simple application, le client et le serveur, hein, comme j'ai montré dans le schéma. Je vais le déployer et on va vérifier s'il fonctionne. J'ai plus besoin pour l'instant du dashboard. Donc je vais faire un apply heu, de ce déploiement. Donc je vais regarder, je crois que c'était gRPC, voilà. Donc ici, il est en train de créer, donc on voit ici que je n'ai pas effectivement, j'ai, un seul conteneur qui sera créé dedans. Donc je ne suis pas injecté par le mesh. Donc je vais regarder les logs en fait de ce client, du client gRPC, donc de ce pod. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que, il s'est d'abord crashé parce qu'il a commencé à essayer de parler au serveur alors que le serveur n'était pas disponible. Je vois d'ailleurs qu'il est toujours crashé, donc on va voir un petit peu. Voilà. Maintenant, ici, le serveur répond. Donc, mon client envoie une requête toutes les 5 secondes. Enfin, je passe en paramètres. Et donc, ce qu'on voit, c'est que côté serveur, donc ce que j'ai fait dans le code applicatif, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle un singleton. Donc, en gros, je me suis assuré qu'il y a un objet qui soit créé dans le côté serveur qui soit le même, hein, qui est donc une seule instance pour toute la durée de vie de ce serveur. Et donc, du coup, ça permet de savoir que je parle à telle instance, en fait. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'une instance. Donc, forcément, je parle à cette instance-ci. Mais si je scale, donc si je refais un getPod, donc c'est ce que j'avais fait. Vous voyez qu'on n'a qu'une instance. Donc, maintenant, je vais, hein, pour aller plus vite, je vais scaler moi-même, en fait, l'instance, je dis, je vais en prendre 3. Donc, si je dis, je prends mon gRPC service et je veux 3 réplicas, par exemple, voilà. Donc ici, je vais avoir donc mes 3 instances qui vont être à un moment prêtes et donc ce qu'on va pouvoir observer, bon à la limite, peu importe si l'autre elle met un peu de temps, la troisième, et voilà. On va voir qu'en fait le client lui ne verra jamais ces autres instances. Donc, il va comporter comme je vous l'ai dit comme illustré dans le premier diagramme, c'est-à-dire qu'en gros, il va toujours aller vers cette instance-là, peu importe si elle est en scène ou pas. Et si elle crache, d'ailleurs, le client va crasher aussi, puisqu'il va toujours pas voir, en fait. mmh. Alors, sauf si le client met dans sa mécanique à un moment une reconnexion, et là, voilà, hein, donc si le code applicatif a prévu, le coup, c'est possible. Mais il faut bien se rappeler qu'un mesh, ça va venir compenser des manquements potentiellement, ça va venir compenser des manquements applicatifs, hein, s'il y en a. Donc voilà, ici, ça se comporte bien comme prévu. Donc je vais simplement maintenant reprendre la même application avec le mesh. Et donc, a priori, il devrait voir les nouvelles instances, hein. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc je vais prendre ici, donc je dédie ce déploiement-ci. Je vais prendre donc exactement la même application, mais cette fois injectée par Linkerd. Donc ici, comme ça, vous voyez aussi euh, comment on injecte. C'est tout simple, hein. Donc dans le déploiement ici, bon là c'est du YAML. Typiquement en entreprise, on va plutôt avoir ce qu'on appelle des N-charts, etc. Mais peu importe pour la démo ici, j'ai voulu le plus simple possible. C'est juste du YAML. Et donc, avec la notation ici, je dis, je veux avoir Linkerd, en gros, injecté dans mon pod applicatif. Et on peut aussi le faire au niveau du namespace, hein, pour ne pas laisser la liberté au pod applicatif de le faire ou pas. Donc, je vais ici déployer celui-ci. Donc, c'est exactement le même code, mais donc avec le mesh cette fois. Donc si je refais un getPod, donc je vais voir, donc on voit ici qu'il passe bien, hein, le deuxième conteneur va être bien injecté, donc Linkerd tourne. Donc si je refais la même, comment dire, je reprends les logs de celui-ci. Et ce coup-ci, je vais préciser le conteneur puisque j'en ai plusieurs. Donc c'est le client
et je vais prendre, voilà. Donc ce qu'on va voir ici, je vais faire en follow. Donc là, pas de souci, j'ai toujours qu'une instance. Je vais également scaler le back-end pour qu'on voit si là, le client voit, voilà, donc les 3 sont là. Donc à un moment ou l'autre, je vais avoir mon client devrait voir en fait les nouvelles instances. Donc j'aurais dû mettre 2 secondes plutôt que 5 secondes. Aïe, Voilà, aïe. donc on voit déjà ici qu'on a effectivement une nouvelle instance. Donc vous voyez le client, donc le mesh est bien venu interférer pour bénéficier de toutes les instances. Donc à un moment, ben, il va utiliser les 3 instances. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, parce que donc il comprend qu'on est en gRPC, il comprend qu'on a HTTP2 en fait, et donc il va pouvoir, compenser, bah, un des effets négatifs de gRPC finalement. Alors ici, oui, ça c'est PowerShell qui de temps en temps, faut faire enter. Bon, c'est pas grave quand on fait des displays en boucle comme ça. Ça montre un peu, vraiment de manière très brève, le load balancing intelligent, mais je crois que c'est bien de montrer ça avec gRPC, puisque gRPC est un des protocoles qui est le plus souvent utilisé, enfin qui est de plus en plus utilisé dans le monde microservices. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Donc je passe à la suite, parce que le temps passe et donc, ici, donc on a vu qu'effectivement ça se comportait bien comme décrit. Alors par rapport à la résilience, donc tu parlais de chaos engineering, Arnaud, donc je vais pas faire de chaos engineering ici. J'ai tout ça en magasin, mais bon, faut faire des choix et donc ici, je vais plutôt montrer la fonctionnalité de retry automatique. Donc, que quand il y a, donc on peut imaginer par exemple qu'on ait une application qui a été développée avec des moufles, hein, c'est pas un effort, trop complexe à faire vu que ça arrive quand même régulièrement et le mesh pourrait venir compenser en fait certains manquements applicatifs. Donc ça, c'est ce que je vais montrer et donc c'est notamment avec des retries automatiques. On peut vraiment faire du chaos engineering, donc je l'ai un petit peu expliqué en introduction. Donc vraiment, ça c'est vraiment pour tester la résilience applicative justement des différents composants et donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait, avec, Istio par exemple, qui est vraiment pas mal, à ce niveau-là et donc vraiment faire ça au stade du développement évidemment, hein, Oui, ou, oui. éventuellement entre 2 releases, vraiment vérifier que, bah, l'application est résiliente, hein. Parce que les développeurs et j'en étais un moi-même, hein, mais ont parfois tendance à plutôt privilégier le happy path comme on dit, hein, donc quand tout va bien et parfois pas toujours, voilà, se concentrer sur aussi ce qui pourrait ne pas bien fonctionner. Donc avec ça, c'est très facile de faire dysfonctionner le et alors circuit breaker dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc je vais montrer en fait les retries automatiques. Donc pour ça, voilà, bah, je vais montrer ici, j'ai de nouveau un client, un serveur. Donc, bah, sans mesh, je vais avoir en fait un serveur et là pour le coup où je vais de nouveau de manière aléatoire générer des exceptions côté serveur, aussi une exception hein, non gérée, donc qui va me retourner un internal server error. Je pense que vous avez déjà tous eu ça. C'est une des exceptions les plus agaçantes. Et puis voilà. Et donc mon client qui va simplement faire des requêtes et de temps en temps ça va fonctionner, de temps en temps ça va pas fonctionner. Avec le mesh, ce qu'on va voir, c'est que le mesh lui-même va, enfin, sur base de ce qu'on définit évidemment, va réessayer en fait de faire la requête qui ne fonctionne pas, il va la réexécuter de manière totalement transparente pour le client. Donc le client va pas voir en fait que le service plante en réalité. Donc comment ça fonctionne? Ça, je vais d'abord le montrer, puis je vais quand même me pencher un tout petit peu sous le code pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais, prendre une démo. Hop, ça c'était, Ça, c'est résilience. quand même génial ça pour le coup, hein. Tout C'est à que fait. tu déportes complètement, la partie retry sur le service mesh plutôt que de l'implémenter. Alors évidemment la Voilà, bonne pratique, je suis pas développeur, mais la bonne pratique serait évidemment de l'implémenter ouais, côté code, mais en tout cas tu peux pallier à cela, c'est quand voilà. même pas mal. Le but d'un mesh, c'est de pouvoir compenser, c'est de ne pas devoir compter uniquement sur la discipline des développeurs. Voilà. Et surtout dans des sociétés où, enfin, on connaît tous, hein, donc on peut très bien avoir des projets où à un moment on fait appel à telle ou telle société de consultance qui vient juste sous le temps du projet et puis qui n'est plus là. Et puis voilà, vous restez avec ce code applicatif et donc la standardisation est parfois plus difficile à maîtriser au niveau du code, hein, parce que ça implique beaucoup plus d'acteurs différents qu'au niveau de l'infra. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt au niveau de l'infra que ça se passe. Et donc ici, voilà, je vais prendre voilà, de nouveau mon client, mon serveur. Donc je vais quand même faire la petite démo comme ça, hein, pour qu'on puisse comparer chaque fois les deux. Donc
je démarre ceci. Si je prends, alors c'était quoi le namespace? C'était le nom du namespace. Donc je vais faire un getPod sur ce namespace. Voilà, c'est toujours en train de démarrer. Donc ici, mon serveur, bah, ça c'est une API que j'ai développée, donc buggée. Hein, donc je l'ai développé avec des moufles. Et donc ici, j'ai mon client, c'est simplement ce qu'on appelle un BusyBox. Donc en gros, c'est une image qui est disponible comme ça sur Internet où on a des clients type curl, etc. Qui sont disponibles. Donc c'est pratique pour tester, voire pour en fait troubleshooter des problèmes Kubernetes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur ma BusyBox, donc mon client, et je vais faire un appel. Donc on le voit ici, résilience no mesh, donc ça, c'est le client. Donc je vais lancer un shell. Donc je vais appeler en fait mon service depuis le client, voir un peu comment il réagit. Alors ici, je me rappelle plus du nom du service, donc je vais revérifier. Ah bah, hop, je crois que c'était Azurex, oui c'est ça. Donc comment oublier? Voilà, bah alors je vais plutôt copier le namespace, comme ça je serai pas revenu ici pour rien. Donc je vais faire un call directement vers ce service. Ok, donc là, ça j'utilise simplement le nom, la convention de nom Kubernetes, et je vais appeler je pense que c'était celle-ci. Voilà. Donc j'ai simplement pris, tous les développeurs .NET connaissent ce fameux weather forecast. Donc c'est simplement un template Visual Studio. J'ai juste été injecté des exceptions dedans, aléatoires. Donc on voit ici que mon client appelle le service. J'ai mes prévisions météo qui sont retournées. Et de temps en temps, j'aurai des erreurs 500. Alors évidemment, ici, comme c'est la démo, il va jamais me donner d'erreur 500. Ah, c'est incroyable ça. Normalement, je devrais avoir un moment une erreur 500. Alors attends, ah voilà, quand même, voilà. Donc ici, c'était censé être aléatoire, genre plus ou moins une fois sur 4. Là, ouais. Donc oui, ici, j'ai bien une erreur 500, donc en gros, mon serveur plante. Et bon, voilà. Donc ici, bon, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus méchant sur voilà. Mais ici, voilà, on voit que j'ai une deuxième erreur. Donc en gros, on a un souci. Bon, donc je vais reprendre maintenant la même application, mais ce coup-ci, avec donc injecté par le mesh. Donc je reprends mon application et là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne quand même. Donc je vais déployer cette application-ci. Donc si je fais donc on voit qu'il déploie déjà plus de ressources, hein. Donc voilà, mais de toute façon, ils sont déjà démarrés. Je repasse sur la console. Donc elle voit ma nouvelle application. Donc c'est avec le mesh cette fois. Donc si je prends mon BusyBox, donc le même que tout à l'heure, donc là j'ai de nouveau mes conteneurs qui sont, comment dire, qui sont dedans. Donc je vais reprendre et donc ce coup-ci, ça va être donc le nom du namespace avec le mesh. Donc je reviens ici pour reprendre le nom du namespace, c'était Résilience Mesh, voilà. Ah bah voilà, je l'ai carrément ici, c'est encore mieux. Donc voilà, et donc je vais dire Weather Forecast. Hop, on va y arriver. Je vais y arriver, décidément. Voilà, donc ici, en fait, on voit que j'ai bien mes prévisions météo et en gros, hein, je vais pas le faire 50 fois, mais il va jamais planter. OK? Et donc, si je regarde pour prouver qu'il ne plante pas, hein, je vais aller regarder les logs en fait de mon sidecar, côté back-end. Et donc, on va aller regarder les logs et on va effectivement voir qu'en réalité, il plante, mais que le mesh refait les essais pour nous. Donc, si je prends ici, donc, résilience mesh, voilà, et je spécifie mon conteneur. Ah ben non, il va être par défaut dessus. Donc, on voit qu'on a eu des erreurs 500 en fait. Et ici, Mhm. donc je vois que j'ai eu des erreurs 500, hein, quelques-unes, mais ça n'est jamais remonté sous le client, puisqu'en fait, Linkerd a refait les queries pour moi derrière. Et donc, comment ça marche? Bah, c'est tout simplement avec une ressource de ce type-là, pour Linkerd, hein, donc si c'est Istio, évidemment, ça sera autre chose. On va pouvoir définir que pour ce service-ci, en l'occurrence, et pour cette route-ci, parce qu'en fait, on a la granularité où on peut aller sur la route, etc. On peut en fait tout définir. La route, la méthode, le verbe, donc est-ce qu'on est sur du get, etc. Le pass. Et on va dire si on peut réessayer ou pas. On peut définir aussi ce qu'ils appellent des retry budget, donc pour ne pas non plus spammer avec des retries excessifs. Par défaut, il y en a un, de toute façon, qui est plus ou moins 20% du trafic global sur cette opération. Donc voilà, ils essayent de rester dans ces clous-là, mais on peut définir autre chose. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est que la méthode soit ce qu'on appelle idempotent. Donc, ça veut dire qu'il n'y ait pas de risque à la réexécuter.
Donc, pour un get, c'est toujours idempotent, puisqu'un get, on va lire, donc on va jamais altérer les données, donc il n'y a pas de souci. Alors Linkerd n'est pas exclusif, donc il vous laisse le soin de définir si l'opération est idempotent ou pas. Donc pour un post, par exemple, si on va créer du contenu, si le développeur, dans sa séquence d'écriture, écrit dans plusieurs stores, on ne sait jamais, hein, et que évidemment ça plante au milieu et qu'il n'y ait pas de mécanisme de compensation, à ce moment-là, réexécuter pourrait être un risque. Donc il faut quand même pas non plus aveuglément, on va dire, mettre ses service profiles. Sur le get, on peut y aller sans crainte. Sur tout ce qui est destiné à écrire, c'est un peu plus risqué. Okay, mais donc ça permet quand même de voir qu'assez facilement, on peut définir un mécanisme de résilience, et même si ça a été bien développé, on n'est jamais à l'abri d'une erreur transitoire, hein. Donc, je sais pas moi, le back-end essaie de se connecter à une base de données, tout d'un coup, on a perte de connectivité ou c'est trop lent. Voilà, donc ici, il y a quand même ce genre de mécanisme qui est intéressant et dont on bénéficie, on va dire, en standard. Alors, donc on a vu 2-3 choses différentes. Je vais revenir, donc il y a aussi toute la partie chaos engineering évidemment qui est intéressante. Alors, pour la sécurité, donc qui est quand même un des éléments essentiels, une des raisons principales pour laquelle souvent on adopte un mesh, c'est pour avoir de nouveau déchargé l'application. Alors ça ne veut pas dire que l'application doit complètement autoriser l'anonyme, etc. Ça veut simplement dire qu'on peut avoir une garantie quand on a un service qui parle à un autre, on est sécurisé, hein. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Donc donc des fonctionnalités de sécurité, c'est MTLS. J'ai un peu expliqué ce que c'était, et on peut avoir des autorisations plus fines. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est que je vais revenir sur ma calculatrice. Oui, là j'avais rien d'autre à montrer. Hop, je vais revenir sur ma calculatrice et je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous paraître étonnant à la base. Attends, je l'ai encore ici, je crois. Hop, je reviens sur ma calculatrice qui était donc, le REST Calculator. Donc vous voyez ici que dans ce namespace, j'ai donc toutes mes opérations arithmétiques, ma console app, mais j'ai aussi un busybox qui est pas injecté, hein. On voit qu'il est 1 sur 1, donc il n'y a pas de sidecar. Donc si je vais sur ce busybox, je vais tenter de consommer, donc je ne suis pas dans le mesh, et je vais tenter de consommer en fait le mesh. Alors j'ai une petite, je vais tricher un peu parce que la query est longue comme un bras, ou comme un jour sans fin, donc je vais récupérer ça ici. Donc je vais l'appeler. Et là, étonnamment, en fait, je peux la consommer. Je ne suis pas dans le mesh, je consomme quelque chose où MTLS est censé être activé et je peux l'appeler. Donc là, on peut se dire: «Oui, il y a un problème», et en fait, c'est le comportement par défaut et de Linkerd et de Istio. Donc par défaut, en fait, ils vont pas bloquer la consommation. Donc on n'est pas forcément obligatoirement on doit pas forcément obligatoirement faire partie du mesh pour pouvoir consommer un service. Alors il y a des scénarios où ça peut être intéressant, c'est-à-dire que si on a je sais pas moi, des applications pour lesquelles ce n'est pas possible d'avoir un mesh du genre, je sais pas moi, des machines virtuelles qui sont pas dans Kubernetes, et cetera, mais qui seraient dans le même réseau Azure et qui doivent consommer les services, à ce moment-là, forcément, si on impose ça, on risque d'avoir des soucis, hein. Maintenant, donc on peut évidemment aussi changer ce comportement, et je vais le faire ici en prenant, alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il y a une méthode qui permet d'appliquer de manière globale, heu, d'enforcer le MTLS, donc ça, c'est celle-ci ici, REST Calculator. Alors je vais essayer de retrouver le bon, voilà, c'est celui-ci. Et ça, j'ai annoté ça, hein, donc j'avais mis en commentaire. Donc ça, c'est une, configuration qui va permettre de dire que il faut au moins être dans le mesh et de ce cluster-ci pour pouvoir, consommer le service. On peut définir ça de manière globale pour tout le cluster, donc pour pas devoir le mettre pod par pod. Donc je vais d'abord commencer par ça et on va voir ce que ça donne. Donc ici, je vais rester sur cet écran et je vais sortir de là. Hop, heu, comme ça, je vais réappliquer la nouvelle config sur cet écran-ci. Donc je vais la réappliquer, ce qui devrait faire en sorte que mon pod redémarre. Donc je vais déjà tester, il a peut-être déjà redémarré, non pas encore. Heu, voilà, ici, on voit que ça a déjà été pris en compte. On voit que j'ai un 403. Oui, maintenant je ne peux plus, je ne suis pas dans le mesh, donc je ne peux plus Je peux consommer plus consommer. ce service, et donc indépendamment de nouveau du code, et cetera. Donc c'est ça l'intérêt qu'il faut voir, c'est que via les politiques qu'on va mettre, on a une garantie qu'on a une certaine sécurité qui est mise en place. Mais si on va un peu plus loin que ça, on pourrait se dire: «OK, cette opération qui est multiplication, finalement, j'ai que mon Mad Fanboy qui doit être capable de la consommer. Il n'y a pas de raison que d'autres pods dans le système, même dans le mesh, puissent la consommer. Mais je peux aller plus loin et mettre des policies plus restrictives.» Et donc si je fais ça,
Ah oui, parce que ici, donc, comme vous avez vu, je suis plus dans le mesh, je peux donc consommer. Si je viens, je peux plus consommer. Par contre, si je viens sur, par exemple, soustraction, et que je vais sur ce shell-ci, si je refais la même query, ah oui, c'est pas celle-là, si je refais la même query, ça va passer, puisque je suis dans le mesh. Donc laissez-moi juste copier l'URL, command, c'est ici, voilà. Donc si je refais ça, a priori, ça devrait passer. Donc, puisque je suis dans le mesh, donc on voit bien G2, etc., donc ça passe. Mais c'est pas censé, ce type de flux n'est pas censé se produire. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des choses plus restrictives. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc, je vais appliquer ici une autre config pour dire que, en fait, seule ma console app et pourcentage peuvent appeler cette opération multiplication. Donc, si je reviens sur mon, voilà, on voit que là, je suis 403. sur soustraction 403. Donc, effectivement, je suis dans le mesh, mais je peux quand même pas consommer parce que j'ai une config plus restrictive. Et donc, si j'allais tout simplement sur, par exemple, MatFanboy, donc qui est celui que j'ai autorisé, lui, normalement, donc si je fais la même query, décidément, je fais trop de copy-paste, et comme je parle en même temps, je sais plus ce que j'ai copié. Donc ici, je dois repasser de nouveau sur cette query. Donc j'ai quand même eu bien fait de la de la mettre ici, celle-là. Donc si je reviens sur mon pod, lui, vous voyez que ça passe, hein. Donc ça permet de complètement ne pas devoir uniquement s'appuyer sur ce que le code a prévu, code applicatif, hein, donc pour enforcer vraiment un standard de sécurité. Donc voilà, ça c'est pour les démos, c'était à peu près tout. Juste un point avant qu'on clôture, quelque chose qui me paraît important parce que je vois que cette confusion est de plus en plus présente dans les entreprises. Donc vous avez peut-être entendu parler de Dapper, qui est en fait c'est Distributed Application Runtime, donc c'est un framework applicatif qui est de plus en plus en vogue et est repoussé par Microsoft et dont les développeurs, que les développeurs veulent souvent utiliser et à juste titre, hein. Donc moi j'ai poussé ça en production chez l'un ou l'autre client parce que le but de Dapper c'est vraiment de booster la productivité au niveau développement, etc., etc. Mais il y a une confusion par rapport au service mesh. Alors, on peut comprendre cette confusion parce que le diagramme qui est ici, je l'ai pris du site Dapper. Et donc, sans être un grand théoricien de la théorie des ensembles, on comprend rapidement que ici, on a quand même des fonctionnalités qui s'overlappent, hein, donc entre un service mesh et la peur, qui sont MTLS, Matrix, Regency. Et effectivement, on en a parlé de tout ça. Mais qu'un service mesh aurait en plus du traffic routing, traffic splitting. Je vous en ai aussi parlé. Le problème, c'est qu'en fait, cette partie-ci est confuse. Parce que MTLS, certes, Dapper a du MTLS, mais on peut le bypasser. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Alors, une autre grosse différence, c'est que Dapper, il fait partie intégrante du code applicatif. C'est-à-dire que l'application n'est pas agnostique du fait qu'elle utilise Dapper. Elle doit utiliser Dapper dans le code applicatif pour pouvoir utiliser les fonctionnalités Dapper. Contrairement à un service mesh qui lui va injecter une application, l'application n'est pas au courant qu'elle est injectée. Et donc c'est quand même une différence majeure. Et sur la partie MTLS, mais vous avez vu, vous vous rappelez de ma calculatrice, si je fais un high level diagramme, donc j'ai blogué tout ça, donc vous pouvez toujours googler mon nom et puis trouver si ça vous intéresse. Mais donc ici, comment dire, j'ai ma calculatrice. Si je prends ces deux diagrammes high level, on a l'impression que j'ai exactement la même chose. Effectivement, ici j'injecte avec Dapper, ici j'injecte avec Linkerd. Tous les deux sont basés sur le sidecar, très bien. Tous les deux ont du MTLS, et donc on se dit, super, voilà, ok, avec ma multiplication ici, elle va être appelée par MatFineBoy qui va s'authentifier, etc. Sauf que dans la réalité, avec Dapper, en fait, le chemin bleu est le chemin vertueux, donc celui qui qui prend MTLS. Donc, si l'application effectivement fait son service discovery via Dapper, elle va automatiquement passer par le sidecar va parler au sidecar, mais ça ne désactive pas pour autant les autres routes existantes. Et la raison principale, c'est que Dapper n'intercepte pas le trafic réseau. Donc, contrairement à un sidecar d'un service mesh qui intercepte tout ce qui passe, tout ce qui rentre dans le pod et tout ce qui sort, Dapper, en fait, n'a rien à voir avec ça. Donc Dapper, si on lui envoie du trafic, il va le gérer, mais il ne va pas intercepter le trafic. Donc ça veut dire que ici, même si j'ai un pod qui n'est pas injecté par Dapper, je peux tout à fait appeler directement en fait cette opération ici. Hein, là, j'ai pris la pod IP, mais je pourrais prendre le service évidemment, et donc ça va passer. Donc je ne serai pas protégé par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même une nuance qui est quand même très importante. Alors il y a moyen d'un peu compenser ça avec des network policy et autres, mais en tout cas,
je trouve que ce diagramme-ci peut être confus parce qu'on dit: «Bah, tiens, c'est MTLS d'un côté, MTLS de l'autre, donc c'est la même chose». Pas tout à fait. OK, donc ça, c'est important. Enfin, en termes d'MTLS, c'est la même chose, mais en termes de chemins qui sont possibles, Pour consommer ton c'est pas la même service, chose. Voilà, effectivement, c'est plus le même. c'est plus le même, hein, donc typiquement, ce qu'on peut faire, si on veut vraiment si la sécurité est le trigger numéro un, sans vouloir pour autant bloquer les développeurs, c'est d'utiliser Dapper en désactivant le MTLS. Hein, donc dire: «OK, on passe par le Dapper Sidecar, mais lui ne s'occupe plus des MTLS et on laisse le MTLS au mesh». Donc ça veut dire qu'ici, on aurait en fait un diagramme avec le Dapper Sidecar et le Linkerd, par exemple, Sidecar. Bon, de nouveau, après, il faut regarder les coûts sur le compute et cetera. Mais ça, c'était quand même une nuance importante que je voulais faire parce que je vois souvent en fait, la confusion par rapport à ça où les gens se disent: «Bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas Dapper après tout plutôt que de s'embêter avec un service mesh?» Bah, c'est pas du tout la même chose et en plus, de nouveau, ça infuse le code applicatif, hein. Donc il y a toutes des ressources, je ne sais pas Arnaud, donc s'il y a moyen de partager éventuellement les slides. J'ai Oui, mis oui, oui. tout voilà des les liens vers les ressources, en question. Comme ça, si ça vous intéresse, beh, on peut voilà. Voilà, j'ai fini, donc c'était un petit peu plus long, mais ça va encore. Donc je suis OK pour, 5 minutes de questions si Arnaud, s'il y a d'autres questions, pas de Eh ben, souci. Anthony, Eric, Jonathan, est-ce que vous avez des questions? Non, pas vraiment? Non, 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 vraiment, c'était clair. Enfin, quoique si j'ai une question Ah, sur la tendance en fait de l'utilisation de la chose. oui. Basiquement, je suis en train de comprendre que c'est très lié à Kubernetes, sans être non plus lié à 100%, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'un sans l'autre. Mais si je dois comprendre, Oui. 90% des utilisateurs utilisent AKS pour faire du service Oui, mesh. tout à fait. Donc service mesh dans Azure, en tout cas, ça va être que dans du Kubernetes, hein. Donc c'est pas du tout, possible de le mettre dans du je sais pas moi, dans les app services et cetera évidemment. Ça n'est pas non plus possible de le mettre dans Container Apps puisque c'est géré par Microsoft. Et en fait, Linkerd préexistait avant le service mesh, mais le service mesh tel que je vous l'ai montré là, c'est Kubernetes ou OpenShift. Mais bon, ça reste un orchestrateur de conteneurs, donc c'est pas non plus quelque chose qu'on va mettre sur des VM, hein. Alors Linkerd a une version pour VM, mais qui est une version antérieure qui n'est pas en fait, qui n'est pas, réellement comparable à un service mesh. Donc effectivement, le service mesh, c'est vraiment dans le monde cloud natif, donc soit OpenShift, soit, Kubernetes. Mais donc on est de toute façon dans les 2 cas dans le monde des orchestrateurs de conteneurs. Et effectivement, alors sur la question, hein, principale qui est le taux d'utilisation, bah, je dirais que moi j'ai 99 de mes clients qui utilisent un mesh. Donc alors et la raison, c'est tout simplement, que Kubernetes par nature est très ouvert. Donc dans Kubernetes, chaque pod peut parler à n'importe quel autre pod, il y a aucun blocage. Donc que ce soit en termes d'identité ou en termes de réseau. Et donc, bah et alors, il y a ça et en plus, il y a l'encryption. Donc l'avantage du MTLS, c'est que non seulement ça va permettre d'encrypter le trafic, d'un pod à l'autre, mais ça va aussi en plus, rajouter donc ces autorisations spécifiques. Donc parce que si vous ne faites pas ça, il faudra sans doute, probablement, au moins faire de l'encryption. Aujourd'hui, on n'imagine plus avoir vraiment des environnements où on va déployer des web apps, hein, des app services, des function apps en HTTP. Et d'ailleurs, c'est flagué par Defender for Cloud qui va dire: «Ah attention, faut enabler HTTPS». Donc si vous n'avez pas un mesh, il faudra au moins, en tout cas, gérer l'encryption interne au cluster. À moins qu'évidemment, l'environnement, dans lequel vous êtes est assez permissif, hein. Ça dépend évidemment d'une société à l'autre et des contraintes cybersecurity d'une société à l'autre. Mais typiquement, bah, s'il faut de toute façon faire de l'encryption, on se dit: «Tiens, bah, pourquoi pas avoir un peu plus avec un mesh?» Et on peut aussi graduellement adopter un mesh en disant surtout un mesh comme Linkerd, en disant: «Ben, finalement, on va utiliser que la fonctionnalité, MTLS pour commencer, hein» et puis petit à petit se dire: «Bah, tiens, on peut faire ça aussi, on peut faire ça aussi». Voilà, mais donc c'est de plus en plus utilisé en tout cas, pour en tout cas ceux qui utilisent Kubernetes ou OpenShift. Et Voilà. pour ce qui est de la scalabilité Oui. géographique, c'est-à-dire ça scale facilement entre deux régions d'un même continent, deux régions de deux continents différents. Oui, alors facilement, je dirais pas, enfin, en termes de scalabilité, bah, de toute façon, on va se retrouver, hein, donc Kubernetes lui-même, AKS, en tout cas, n'étant pas en tant que tel multi-région. Donc si on a 2 régions, on aura 2 clusters. Alors, Linkerd et Istio sont capables de
de dépasser le cadre d'un seul cluster, hein, donc ça, il y a pas de problème, donc le control plane. Après, en termes de s'il y a du trafic interrégion, on aura forcément des latences. Donc, si on a de l'interrégion du North Europe et West Europe, bah là, la latence, je crois que c'est plus ou moins 20 millisecondes, donc ça va encore. Bah, évidemment, si on a des régions qui sont vraiment plutôt un scaling géographique parce qu'on est utilisateur aux US, etc., bah là, il y a quand même chaque fois, il faut faire attention à minimiser quand même ce qu'on appelle les round trips, hein, d'une région à l'autre, vu que là, on sera plutôt sur 200 millisecondes. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et donc là, il faudrait plutôt imaginer dans ce contexte où ce serait vraiment très splitté, des clusters différents avec 2 control planes différents au niveau des mèches, hein, parce que sinon ça serait trop lent, hein. Donc c'est un peu ça mais ça, je veux dire, ça s'applique à n'importe quel, c'est une considération qu'il faut toujours avoir en tête, quel que soit le cas d'utilisation, qu'on soit dans le mesh ou pas. Si on fait de l'interrégion, bah, si les régions sont trop éloignées, forcément ça va pas le faire au niveau latence. Mais sinon, en tout cas, ces 2 technologies sont capables donc d'avoir un seul control plane pour plusieurs, clusters. Donc typiquement, on pourrait avoir un cluster où il y a que le control plane et de là, en fait, il va contrôler, d'autres clusters. Ça, c'est tout à fait Ok. possible. Merci Stéphane. Pas de souci. Top. S'il bah, y a une autre messieurs. question. Ouais, c'est bon, vas-y Arnaud, je te laisse. Non, Ouais, bah écoute, très bien. Jonathan et Eric disaient qu'ils n'avaient pas de questions. Donc, c'est Bon, petit super. jeu, messieurs. Petit jeu juste avant que Stéphane nous quitte. Je vais essayer de vous faire gagner quelque chose, mais c'est vous qui allez le gagner en fonction de ce que vous avez suivi et de ce que nous a présenté Stéphane. Alors, je vous demanderai juste de répondre dans le chat pour éviter que ce soit l'anarchie au niveau oral. Donc, Stéphane nous a présenté 2 services mesh principaux en plus de l'Open Service Mesh de Microsoft qui n'est plus supporté. Le premier est Linkerd et le second est, je vous laisse répondre dans le chat, Bing, Istio, donc tout bon pour Eric. Et allez, une nouvelle chance de gagner. Une nouvelle chance de gagner, messieurs. Euh, Stéphane a parlé à de nombreuses reprises d'un protocole qui permet une authentification mutuelle entre un client et un serveur. Ah, ouais. Eh ben, Anthony, c'est too good. Top. Bon, Avec en plus la bonne casse, donc c'est bien. c'est Le ça, petit c'est M ça. et Top, top, top. Donc, messieurs, Anthony et Eric, je vous laisse juste rester quelques instants le temps que je prenne vos adresses postales. Stéphane, merci pour cette présentation. Honnêtement, j'ai appris plein de choses et je trouve ça génial. Moi qui traîne pas trop dans le monde du conteneur, eh ben, écoute, j'adore. J'adore. Ça me donne envie de bon. tester. Ça me donne envie Ah de ben ça, tester. c'est vraiment des approches cloud native qui sont super intéressantes. Bon après, il y a quelques défis, j'en ai pas tellement trop parlé, mais voilà, mais c'est quand même très très intéressant, effectivement, assez unique. Bon, ça Top. va, ben, merci en tout cas Arnaud de Ben, m'avoir invité merci à toi et puis bon bah, après-midi voilà, et puis au bonne, plaisir. Et puis ouais, on parfait. se partage, enfin tu partageras Oui, ta je te partage la présentation que je présentation, mettrai à ouais. disposition et Parfait, puis voilà. super. Top. Nickel. Bon ben Bon, Stéphane, encore merci messieurs. pour cette belle présentation en tout cas.